sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, la semaine passée, ça a été tout un choc pour tout le monde de réaliser jusqu'à quel point la CAQ, dirigée par le premier ministre, n'était pas le parti de l'économie. Jusqu'à quel point, pour eux, une compagnie étrangère ne fait pas de différence versus une compagnie du Québec au Québec. En ce sens-là, le nationalisme économique qui était promis par la CAQ dans sa plateforme électorale de la dernière élection, bien, c'est une autre promesse rompue. Nationalisme économique qui se serait attendu que le premier ministre des Québécoises et des Québécois dise, et dans ses décisions, applique la politique toute claire, le Québec d'abord, les Québécois d'abord. Hier matin, avec ma collègue de Saint-Laurent, on est allé visiter les forges de Sorel. On y a rencontré des Québécois fiers, Madame la Présidente, de ce qu'ils font. Ils font de l'acier à partir de la ferraille recyclée. C'est 100 de la ferraille recyclée. Et ils font de l'acier neuf. Avec cela, Madame la Présidente, sont les seuls au Québec et ils participent à l'économie circulaire. Ils ont investi 15 millions dans une presse hydraulique. C'était toute beauté de voir ça et de voir la fierté qu'ils ont, celles et ceux qui dirigent la compagnie et qui y sont employés. On parle de 320 travailleuses-travailleurs qui gagnent en moyenne 80 000 jusqu'à 120 000 $ par année. Ils nous ont confirmé qu'à l'écouter la période de questions, ils vous écoutent, Monsieur le Premier ministre. Il y a un an, vous vous êtes donné le pouvoir d'octroyer les mégawatts. Ils en ont besoin de 16. Allez-vous leur dire oui? Je vous rappelle que vous vous adressez à la présidence, Monsieur le chef. La réponse du Premier ministre. Madame la Présidente, on a une compagnie qui s'appelle Forges de Sorel, mais c'est une compagnie dont le siège social est en Allemagne. J'espère que le Parti libéral sait ça, là. C'est une compagnie qui est en Allemagne. Bon. Donc, ce que vient nous dire le chef du Parti libéral, c'est on ne devrait pas donner d'électricité à une compagnie suédoise comme Nordvolt. On ne devrait pas donner d'électricité à une compagnie américaine comme GM, mais on devrait donner de l'électricité à une compagnie d'Allemagne. Madame la Présidente, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que le Parti libéral est d'accord pour développer la filière batterie? Moi, je veux bien la filière acier. On a des grands producteurs d'acier au Québec, ArcelorMittal, Rio Tinto. On essaie de les convaincre d'aller vers l'acier vert, parce que si on veut décarboner l'économie, il faudrait être capable éventuellement de vendre de l'acier vert. Donc, quand on parle des forges de Sorel, bon, comme l'expliquait le chef, ils prennent la ferraille puis ils font de l'acier gris. Il va falloir éventuellement aller vers l'acier vert. Mais, Madame la Présidente, ce qu'on regarde, c'est quels sont les salaires payés au Québec, quelles sont les retombées, quels sont les impacts sur la décarbonation. Mais je ne comprends pas pourquoi le Parti libéral est d'accord, ou serait d'accord, pour qu'on donne l'électricité à une compagnie allemande plutôt qu'à une compagnie suédoise. Première complémentaire. Là, Madame la Présidente, les femmes et les hommes qui travaillent aux Forges de Sorel écoutent le premier ministre. Il leur dit qu'il faudrait bien qu'ils se réveillent un jour et qu'ils passent de l'acier gris à l'acier vert. Le 16 mégawatts, c'est pour remplacer 15 fours qui, présentement, qui disent pas non de la tête, on était sur le terrain hier, qui marchent au gaz naturel. Ils veulent les électrifier, les 15 fours. Ils ont besoin de 16 mégawatts. C'est ce qu'ils vous le disent qu'ils veulent faire, puis vous voulez les accompagner. Une seule décision, donnez-leur les mégawatts. Et dois-je vous rappeler pour une seconde fois que vous vous adressez à la présidence, Monsieur le chef? Réponse du Premier ministre. Madame la Présidente, on connaît très bien les Forges de Sorel. On le sait, c'est l'ancienne entreprise qui appartenait à la famille Simard, qui était très impliquée au Parti libéral. On a déjà investi dans... Non, mais... Madame la Présidente, moi, j'ai absolument rien contre les Forges de Sorel. On leur a déjà donné une aide de 6 millions, justement, pour aller vers l'acier vert. Mais, Madame la Présidente, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le Parti libéral est contre le développement de la filière batterie pour des véhicules électriques en 2024. Je ne comprends pas ça.
Deuxième complémentaire. Vous voyez, Mme la Présidente, quand on dit que le premier ministre, il a une seule lubie, c'est sa filière batterie, puis qu'il oublie tout le reste. Lui-même, il s'est proprement piégé quand il disait tantôt qu'il faudrait qu'au Québec, on soit les leaders de l'acier vert. Il y a le plus beau projet d'une compagnie qui est là depuis 85 ans, oui, qui a été fondée par les frères Simard à l'époque, qui engage des dirigeantes et des dirigeants québécois, québécoises, des travailleurs québécois, québécoises. Ils veulent, eux autres aussi, parallèlement aux batteries, faire de l'acier vert. Ils ont besoin de 16 mégawatts. Il ne peut pas ne pas leur donner. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, effectivement, la famille Simard a vendu son entreprise à des actionnaires étrangers, des actionnaires européens. Madame la Présidente, on a des discussions avec les Forges de Sorel, puis je suis très ouvert, on est très ouvert à travailler ensemble, à aller vers l'acier vert. On a aussi des discussions avec ArcelorMittal. J'ai rencontré M. Mittal et le père et le fils à plusieurs reprises, puis on voudrait qu'ils se transforment le plus rapidement vers l'acier vert. Madame la Présidente, ce n'est pas une question est-ce qu'on est pour ou contre les Forges de Sorel? C'est une question est-ce que le Parti libéral est pour ou contre le développement de la filière batterie? Troisième complémentaire. Madame la Présidente, le président du syndicat, Jean-François Cartier, qui est venu nous voir hier, il a dit, je le cite, « Il y a des travailleurs qui sont là depuis 4 générations. On devrait respecter ça pour une ville comme Sorel. Cette usine-là, elle est importante. » Fin de la citation. Au-delà de la joute oratoire, Madame la Présidente, puis de faire la clip, là, moi, j'entends le premier ministre, puis il vous écoute, les Forges de Sorel. J'entends le premier ministre dire qu'il est ouvert à discuter, puis il est ouvert à ce qu'il fasse de l'acier vert. Va-t-il leur donner les 16 mégawatts? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'avais donné un petit devoir au chef du Parti libéral d'aller à Bécancour. Je ne sais pas s'il le fait, mais pour aller voir l'usine de GM, l'usine de batterie de GM. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le syndicat des employés de l'usine de GM de batterie pour véhicules électriques. Ils sont très contents. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le Parti libéral est contre la filière batterie. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, le directeur parlementaire fédéral du budget avait estimé 2037 comme l'année à laquelle le projet de Nordvolt initialement présenté allait devenir rentable. Depuis des mois, on le voit bien, il y a du sable dans l'engrenage. Dans les dernières semaines, l'entreprise a annoncé une grande restructuration de ses activités, incluant ce qui se passe au Québec. Dans son communiqué de presse, Nordvolt parle d'énormes retards dans le projet et d'une tentative de contrôle des coûts, mais on n'a pas plus de détails que ça. Pierre Fitzgibbon disait qu'on serait chanceux si le retard serait de seulement 2 ans. La ministre discute directement avec l'entreprise. Est-elle capable de nous dire les impacts de la restructuration sur la rentabilité? Est-elle capable de nous dire les résultats sur la profitabilité? Est-elle capable de nous dire quand est-ce que le plan va être livré pour Nordvolt? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. Alors, j'ai eu des contacts, effectivement, il y a quelques jours avec le dirigeant nord-américain de Nordvolt et il m'a confirmé qu'il n'y avait pas d'impact suite aux annonces qu'ils ont faites il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas d'impact sur le projet qui sera mené au Québec. La nature du projet qui est prévu pour le Québec demeure et le projet au Québec demeure une priorité. Et par ailleurs, j'aimerais rappeler au Parti libéral que nous ne retirons pas les blocs d'énergie qui sont réservés pour Nordvolt. Ce serait en fait complètement irresponsable de le faire. Et quand je vois que c'est une demande du Parti libéral, bien, on ne s'étonnera pas qu'ils ont perdu l'étiquette du Parti de l'économie. On a un engagement avec Nordvolt. On va respecter notre engagement. On a signé une entente. Et donc, on voit que le contexte fait en sorte qu'il y a un ralentissement du secteur. Ça affecte Nordvolt comme ça affecte plusieurs joueurs de l'industrie. Et c'est normal qu'il y ait un rajustement. Maintenant, en ce qui a trait au projet du Québec, ça demeure une priorité et la nature du projet prévu n'en est pas affectée. Première complémentaire. Les Québécois, Madame la Présidente, ont investi plus d'1 milliard de dollars approximativement dans Nordvolt à date. 200 millions pour le terrain, 567 millions en dette à la compagnie mère et 200 millions de dollars de la Caisse de dépôt. Est-ce que le Québec va voir la couleur de cet argent-là un jour? Puis le retard, ça va-tu être 12, 18, 24 mois? C'est quoi la réponse, Madame la Présidente?
La réponse de la ministre. Oui, alors, Madame la Présidente, donc on a injecté une somme de 240 millions de dollars avec le terrain en garantie. Ça, c'est pour la portion au Québec. Et une somme également de 200 millions pour la maison mère dans ce projet. Projet qui est au cœur de notre filière batterie et qui nous permet de nous positionner dans un secteur d'avenir dans le cadre de la transition énergétique. C'est important que l'on maintienne ce positionnement-là. On a plusieurs joueurs qui sont actifs dans le domaine. Northvolt en fait partie. Ils ont certes un retard d'un certain nombre de mois à préciser qui surviendra dans le cadre du projet. Ils réajustent leur stratégie du fait du ralentissement. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une entreprise qu'on s'ajuste à la nouvelle réalité. Quand il y a un ralentissement, il faut s'ajuster. C'est ce que fait Northvolt. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, donc un retard de 2 ans, ça pourrait donc être normal selon la ministre, mais elle ne peut pas nous dire que ça va bien chez Northvolt. Les fournisseurs suédois pour la compagnie mère sont obligés de mandater des huissiers pour se faire payer. Le gouvernement suédois ne veut pas mettre d'argent dans la compagnie. Est-ce qu'on va vraiment voir la couleur de notre argent? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, donc le projet de Northvolt est central au développement de la filière batterie. C'est un projet qui va nous permettre de réduire notre dépendance à l'égard des pétrolières. Vous savez qu'on met 10 milliards par année dans les pétrolières pour de l'hydrocarbure. Alors, il faut réduire cette dépendance-là. Le développement de la filière batterie va nous le permettre et on va continuer à investir dans ce créneau-là parce que c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans un développement industriel d'avenir qui va nous permettre de traverser la transition énergétique. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Journal de Montréal, 15h30, lundi. Québec pourrait retirer le bloc d'électricité à Northvolt. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet de la ministre de l'Économie. Oh! Donc, est-ce que son cabinet est irresponsable? D'autant plus que je suis très surprise de la réaction sur X de la ministre lorsqu'elle dit qu'il n'y aura pas de bloc d'énergie en 2027-2028, parce qu'il y a quelques semaines, Pierre Fitzgibbon disait, et je le cite, « Inquiétez-vous pas, tous ceux à qui on a dit non, ça s'en vient 2027, 1500 nouveaux blocs d'énergie. » Qui dit vrai? Pierre Fitzgibbon, le cabinet du ministre de l'Économie ou la nouvelle ministre? Je vous entends très, très fort, M. Brider. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, alors je réitère le fait qu'on ne retirera pas le bloc d'énergie à Northvolt. Ce n'est pas au premier vent de face qu'on tourne le dos à Northvolt, qui propose un investissement de 7 milliards de dollars, le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Alors, on le sait, le secteur fait l'objet d'un ralentissement et il faut que l'entreprise s'adapte à ce ralentissement, qu'elle s'ajuste. C'est ce qu'elle fait. Maintenant, les décisions qui ont été prises récemment ne viennent pas affecter le projet qui est prévu pour le Québec, ne viennent pas affecter sa nature. Alors, on va continuer à cheminer avec Northvolt. Je trouve dommage, en fait, que le Parti libéral utilise cet élément-là pour faire de la politique. En fait, je ne suis pas la seule à le dire. Michel Courchaine, sur les ondes aujourd'hui, disait « Le Parti libéral du Québec fait de la politique. On ne peut pas gouverner uniquement en faisant de la politique, il faut respecter les contrats. » Alors, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut respecter notre engagement envers Northvolt. Ce n'est pas un retard de quelques mois qui vient remettre en question notre signature d'un contrat. Première complémentaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet de la ministre qui parle à son équipe, qui s'entendent. Et d'autant plus, elle ne répond pas à la question, oui ou non, les 1500 nouveaux mégawatts qui sont supposés d'arriver en 2027, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est le contraire de la vérité? Parce que ça veut dire qu'on a plein d'entreprises ici déjà établies que vous avez dit oui, ça s'en vient dans pas long, que ça veut dire qu'ils n'auront rien. C'est ça l'aveu d'admission aujourd'hui que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous réalisez que vous dites une chose et son contraire sur le terrain? On s'adresse à la présidence, vous le savez. Oui, Madame la... La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, faut voir qu'on octroie des blocs d'énergie aux entreprises qui ont des projets, soit en termes de décarbonation ou en termes de développement économique. Pour ce qui est de Northvolt, c'est du développement économique et de la décarbonation. Donc, il faut voir que cet octroi de mégawatts n'est pas éternel par ailleurs. Alors, on mène actuellement une réflexion à savoir pour quelle durée ces blocs d'énergie sont offerts.
Et on va statuer sur cette question-là, à savoir si on pose une limite et si oui, de quelle ampleur est-elle cette durée. Merci. Deuxième complémentaire. Oh, on avance. Je tiens juste à rappeler toujours, Pierre Fitzgibbon, non, le projet de Nordvolt ne sert pas à décarboner. Il va falloir peut-être qu'on fasse une petite mise à jour. Et je tiens à dire la chose suivante. Quand vous avez dit à toutes les entreprises que présentement, vous n'avez pas de bloc d'énergie, comme par exemple les Forges de Sorel, vous leur avez dit « non, on n'en a pas ». Excusez-moi, vous ne l'avez même pas dit en français, vous l'avez dit « no, on n'en a pas » en anglais en plus. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que oui ou non, il y a des blocs d'énergie pour 2027? Allez-vous tenir parole? Je dois à nouveau vous rappeler que vous vous adressez à la présidence, n'est-ce pas? Et je devrais vous interrompre la prochaine fois. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, Hydro-Québec, on a de grandes ambitions pour Hydro-Québec. Comme vous savez, on veut doubler la production énergétique d'ici 2050. Donc, on travaille à faire cette augmentation de la production énergétique de manière évolutive, de manière graduelle et dans le respect des principes de la transition énergétique. Alors, on va discuter avec Hydro-Québec de l'évolution de cette production additionnelle qui émanera de Hydro-Québec, qui est un acteur central dans notre plan, dans notre stratégie de transition énergétique. Merci. En question principale, je reconnais la députée de Saint-Laurent. Vous avez bien entendu, Madame la Présidente, elle n'est pas prête à se commettre. Donc, contrairement à ce que M. Fitzgibbon a dit à l'ensemble des entreprises qui sont faites refuser des blocs d'énergie, que ça arrivait en 2027, c'est comme on dit, on verra. Hein? C'est la stratégie du gouvernement de la CAQ, on verra. Donc, moi, j'aimerais comprendre, est-ce qu'on a tous lu le même communiqué de presse de Nordvolt? Parce qu'ils ont clairement parlé de l'entreprise du Québec, puis on dit, on vous revient, c'est encore incertain. Est-ce que le gouvernement a fait une petite revue de presse internationale récente pour dire qu'effectivement, c'est très incertain? Pendant ce temps-là, moi, ce que je ne comprends pas, on a l'équivalent d'énergie pour alimenter Longueuil au grand complet avec 356 mégawatts et personne d'entre vous, tous ceux qui sont allés au HEC, là, qui disent qu'ils sont comptables, il n'y a personne d'entre vous qui a pensé à faire une clause de sortie puis de dire si les blocs d'énergie sont inutilisés, on va les reprendre, on ne les laissera pas dormir en attendant un projet incertain, on va s'occuper de notre monde ici. Alors, je vais me permettre ici de vous rappeler le règlement. Article 35. Article 35, paragraphe 4, pas de voyons. Le député qui a la parole ne peut s'adresser directement à un autre député. Alors, vous passez par la présidence, vous avez des commentaires à faire, si vous avez une question à faire, il vous reste quelques secondes. Madame la Présidente, moi, ma question est faite. Je suis juste abasourdie que personne qui a pensé de façon responsable de faire une clause de sortie. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, parlant de revue de presse internationale, je ne sais pas si les libéraux avaient remarqué la semaine dernière que les forges de Sorel sont de propriété européenne. Ça aurait été un fait intéressant à noter. Alors, si je reviens à Nordvolt, vous savez, c'est un projet, en fait, qui va nous permettre de contribuer à la décarbonation parce que ça va nous amener à réduire la dépendance des automobilistes à l'égard des pétrolières. Et ça, c'est un élément central dans la décarbonation parce qu'on sait que le domaine des transports est un grand émetteur. Et par ailleurs, ça va réduire notre dépendance financièrement, également à l'égard des pétrolières. On investit plus de 10 milliards de dollars, on dépense plus de 10 milliards par année dans les hydrocarbures. Alors, il nous faut un joueur comme Nordvolt, il nous faut une filière batterie parce que ça va nous permettre de nous ancrer dans la transition énergétique. Et on peut produire au Québec, plutôt que d'importer, on peut produire au Québec des composantes de véhicules verts, des véhicules de l'avenir. C'est ce qu'on fait. Première complémentaire, et allez-y. Bien, en ce moment, vous ne faites pas grand-chose parce que vous dites non aux entreprises d'ici. Moi, la dernière fois que j'ai regardé, Lapierre, Décarie, Tremblay, Simard... Bon, merci pour le régisseur. Vous ne faites pas grand-chose, vous adressez directement. Passez à travers moi pour vous adresser au gouvernement. Parfait? Vous adressez à la présidence. Madame la Présidente, Simard, Lapierre, Tremblay, Décarie, ce sont tous des Québécois. Il y en a qui travaillent aux Forges de Sorel depuis 3 générations de famille. Alors, quand vous me parlez de l'actionnariat, c'est correct, parlez-moi-en. Mais si vous avez le minimum de courage, parce que le député local n'est même pas allé...
Je vais vous... S'il vous plaît. Je suis debout. Ça coupe vos micros. Il y en a un seul qui aura droit de parole. Je vais reconnaître le leader du gouvernement. Madame la Présidente, vous pourrez constater que j'ai été patient aujourd'hui avant de me lever pour donner la chance à la députée de Saint-Laurent. Cependant, je crois, Madame la Présidente, que la députée de Saint-Laurent vous défie à quelques reprises. Alors, on serait peut-être rendu à des sanctions plus importantes. Bon, je vais trancher. Je vais trancher. Madame la députée de Saint-Laurent est une habile parlementaire. Je l'invite à respecter l'article 35, paragraphe 4, par respect pour tous les autres collègues des autres oppositions qui respectent cet article également. Donnons l'exemple. Vous pouvez poursuivre. Oui ou non, avez-vous déjà prévu dans le contrat... Ben, c'est votre député, Monsieur le leader. Alors, je suis debout. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Donc, vous connaissez la règle. Si vous avez une interpellation à faire, vous passez à travers moi. Nous allons poursuivre dans le respect. Et lorsque je vous arrête, vous faire perdre du temps aussi à votre propre parti, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite que ça se déroule rondement. Maintenant, devrais-je faire des rappels et les additionner? Il y a l'article 42 qui existe. Éventuellement, je l'appliquerai. Continuons dans le respect. Vous avez tous reçu un petit bloc-notes sur lequel il est écrit « respect ». Je pense qu'on peut aussi respecter le règlement. Poursuivons. Réponse. Donc, juste concernant les forges de Sorel, j'aimerais souligner qu'ils ont déposé une nouvelle demande, laquelle est en analyse. On a les critères qui sont expliqués sur le site, à savoir qu'est-ce qui guide les décisions. Et voilà, les forges de Sorel, donc, ont resoumis une demande. C'est possible pour toute entreprise qui n'a pas eu le bloc d'énergie qu'elle souhaitait de procéder de la sorte. J'aimerais poursuivre sur Michel Courchaine qui dit que le PLQ est en train de faire de la petite politique. C'est pour ça que les Québécois ont tourné le dos au PLQ, parce que ce n'est pas sérieux de faire ce type de déclaration. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous écoute pour ce rappel au règlement. Rappeler à la collègue de la petite politique qu'il ne peut pas dire ce qu'il ne peut pas dire d'une manière directe, le dire d'une manière indirecte. Et vous avez raison, même s'il... Je vais trancher, nous poursuivons. Vous ne pouvez pas faire indirectement ce que vous ne pouvez faire directement, même s'il s'agit d'une citation. Par équité, retirez ce petit bout et poursuivez, Madame la ministre. Alors, ce sont, comme je disais, des Québécois qui vont... Je retire le mot. Alors, ce sont des Québécois qui vont travailler chez Northvolt. Ce sont des Québécois avec des salaires grassement rémunérés. Terminé. Deuxième complémentaire. Je reconnais le chef de l'opposition officielle. On vous écoute. Madame la Présidente, le gouvernement est en pleine contradiction. Quand il dit que Northvolt, ça va être des Québécois, bien, pour les forges de Sorel, c'est des Québécois aussi. Alors, pourquoi deux poids, deux mesures? Première des choses, Madame la Présidente. Deuxième des choses, j'entends que le dossier est à l'étude. Monsieur le chef, c'est beaucoup trop bruyant à droite. Je vous entends et vous perdez du temps. Alors, on parlait de respect. Je pense que ce serait une bonne façon de se respecter les uns les autres, de s'écouter. Je veux entendre la question du chef de l'opposition officielle. Nous vous écoutons. Silence. Madame la Présidente, trois choses. Forges de Sorel vont-ils obtenir leurs 16 mégawatts? C'est ça la question qui nous préoccupe. Deux questions sur Northvolt. Pour le ministre, pour le premier ministre, un retard de 2 ans. Est-ce que c'est normal, comme vient d'affirmer sa ministre? Et est-ce qu'il y a une date limite? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, toutes les entreprises, que ce soit les forges de Sorel, que ce soit ArcelorMittal, c'est les deux dans l'acier, que ce soit Northvolt, que ce soit GM. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le Parti libéral est contre ça, de monter une filière batterie, des batteries dans des véhicules électriques. C'est vrai qu'à court terme, il y a un ralentissement économique,
Mais y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'à moyen terme et à long terme, il n'y aura pas plus de véhicules électriques dans le monde? Nous, en tout cas, on pense que oui. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On sent l'ambiance de 2014. Ça, c'est le titre du Journal de Montréal ce matin. Malgré les beaux discours des ministres de la CAQ, c'est ça qui se passe sur le terrain. Une autre citation, c'est ça qu'on dit sur le terrain. Ça sent l'ambiance coûteux. Et c'est pas juste une ambiance. Les coupures ont commencé au Québec et pas n'importe où, dans les soi-disant priorités du premier ministre. La CAQ a déjà commencé à couper dans l'éducation, dans les cégeps et les universités. C'est censé être la grande priorité du premier ministre. La CAQ a coupé en francisation, donc dans l'avenir du français. Ça aussi, c'était censé être la grande fierté du premier ministre. Alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est ça la question que se posent les Québécois et les Québécoises. Elle va être où, la prochaine coupure? Parce qu'au Québec, on se souvient d'avoir déjà lu ça dans le journal « Gel d'embauche dans la fonction publique », puis ça a été le début de l'austérité libérale. Alors aujourd'hui, ne serait-ce que par transparence envers les Québécois et les Québécoises qui n'ont jamais voté pour ça, est-ce que le premier ministre peut répondre à cette question très simple? La prochaine coupure, elle va être où? Madame la Présidente. La réponse du premier ministre. Oui, j'invite le chef du deuxième groupe d'opposition à lire le budget qui a été déposé par le ministre des Finances en mars dernier. Il pourrait voir que le budget de l'éducation a augmenté de 9,3 % en 2024-2025 et il n'y a eu aucun changement à ce budget-là. Maintenant, il parle de francisation. Quand on est arrivé en francisation, le Parti libéral dépensait 94 millions par année. Cette année, on va dépenser plus de 250 millions. Le problème du côté de la francisation, c'est qu'on a beau doubler le budget, la demande, entre autres, avec les immigrants temporaires acceptés par Justin Trudeau, c'est qu'on n'arrive pas à suivre du côté de l'offre. Donc, disons la vérité, depuis 2018, le budget en francisation a plus que doublé, puis le budget de l'éducation a augmenté de 50 50 en 6 ans, c'est ma grande fierté. Première complémentaire. Le premier ministre peut lancer son budget sur son bureau. Ça ne fera pas assez de bruit pour cacher le fait qu'il n'a jamais répondu à ma question. Il y a 11 milliards de déficit. Avant et tout, la prochaine coupure, c'est ça que les Québécois et que les Québécoises veulent savoir. La prochaine coupure, avant et tout. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du deuxième groupe d'opposition était un peu mélangé. On va s'entendre sur les années financières. Actuellement, on est en 2024-2025. Ça, c'est du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Pour cette année-là, le budget de l'éducation augmente de 9,3 % Maintenant, pour ce qui est du budget 2025-2026, bien, je l'invite à être patient. Ça devrait être déposé quelque part en mars 2025. Mais actuellement, là, il n'y en a pas de coupure. C'est des investissements records en éducation. C'est des salaires records en éducation. C'est ça, la vérité. Deuxième complémentaire. Le premier ministre a créé un déficit de 11 milliards. Il est-tu en train de dire qu'il va combler ce déficit-là sans faire aucune coupure et en augmentant les impôts de personne? Si c'est le cas, Madame la Présidente, bien, c'est l'économiste Luc Godbout qui avait raison. Ça va prendre Luc Langevin. Ça va prendre un magicien. La prochaine coupure, elle est où? C'est ça que les Québécois et les Québécoises veulent savoir. La réponse du premier ministre. Je vais me réessayer, Madame la Présidente. Pour l'année 2024-2025,
on prévoit un déficit de 11 milliards après versement au Fonds des générations. Ça, c'est pour 2024-2025. Ça veut dire que ça se termine le 31 mars 2025. Or, le chef de Québec solidaire, il se promène partout pour dire qu'on fait des coupures actuellement. Bien, qui attendent au moins le budget de 25-26. Il y a déjà, pour 25-26, des réductions de crédit d'impôt aux entreprises qui sont prévues. On ne prévoit pas réduire les budgets en éducation, donc qui arrête de dire des faussetés à la population. C'est terminé. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vous écoute. Fausseté, on ne peut pas dire ça, Mme la Présidente. Il retire ses propos, s'il vous plaît. Fausseté, on retire fausseté. Parfait. En question... Bon, monsieur le leader, vous êtes content? Parfait. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. On vous écoute, madame. En plein été, nos cégeps, nos universités ont appris par une lettre que soudainement, leur budget d'entretien et d'acquisition de matériel était coupé. Chez nous, c'est au-dessus de 50 % de coupures au cégep et à l'université. Des impacts sur les étudiants, il y en a. À Sherbrooke, le cégep a dû annuler son projet d'agrandir les services adaptés. Ils ont 16 % d'étudiants qui ont besoin de services adaptés, qui ont des besoins particuliers et il manque de place pour leur offrir des services. Dans nos écoles, là, on se fait en quatre pour réussir à amener ces élèves-là jusqu'au cégep, pour les faire réussir. Puis là, ils arrivent au cégep, puis on n'a pas ce qu'il faut pour les accompagner dans leur réussite, en même temps qu'il y a des ministres qui s'inquiètent du décrochage scolaire au cégep. Puis là, on coupe dans les services adaptés. C'est pas très cohérent, surtout quand la priorité, c'est supposé d'être l'éducation. À défaut d'avoir la cohérence, j'espère qu'on pourra au moins avoir la transparence pour la suite des choses. Est-ce que la ministre va avoir le courage de dire c'est quoi le plafond de dépenses pour la prochaine année financière dans nos cégeps et dans nos universités? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci pour cette question. Je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques jours et je voudrais clarifier certaines choses. D'abord, vous parlez de persévérance et de réussite. Je pense qu'il y a un gouvernement et un seul gouvernement qui a investi énormément d'argent justement pour la persévérance et la réussite. On a des programmes qui s'appellent PARES, le plan d'action sur la persévérance et la réussite, où on a donné 450 millions sur plusieurs années, qui donnent des résultats pour non seulement maintenir ces étudiants-là dans la première session, justement parce que la transition est compliquée entre le secondaire 5 et le cégep, et on est très conscient, mais aussi pour le taux de diplomation, pour être capable justement d'augmenter le taux de diplomation en bout de ligne de ces étudiants-là. Donc, quand on parle de persévérance et réussite, je pense je ne suis pas gênée de vous dire ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer de faire. Maintenant, concernant les seuils, effectivement, il y a des seuils. Au cours des 2 dernières années, les coûts des projets ont explosé et le nombre de projets aussi sont excessivement importants. Il y a beaucoup de projets qui arrivent en même temps parce qu'au cours des 2 dernières années, il y a un contexte économique qui fait qu'il y a des explosions de coûts. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a des plafonds, on les accompagne et on sera là pour continuer le travail. Complémentaire. Il y a des plafonds. Ces plafonds-là font en sorte que des projets comme des services adaptés pour des étudiants au cégep doivent être coupés. Ça, c'est la nouvelle réalité dans nos cégeps et nos universités. Moi, ce que je demande à la ministre, c'est de la transparence pour le prochain plafond. L'année prochaine, est-ce qu'ils vont la prendre pendant l'été avec une lettre ou est-ce qu'elle peut le dire dès maintenant, dès cet automne? Ça va être quoi les prochains plafonds de dépenses dans nos cégeps et dans nos universités? Il y a des gens qui essaient de bien gérer leurs institutions. Ils ont besoin de savoir. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, justement, quand je parle de plafond actuellement, ces plafonds-là, tous les cégeps sont au courant qu'il y a un plafond. Ça va me permettre à moi de suivre l'évolution des projets parce que, justement, on est en mode rattrapage depuis plusieurs années. Les cégeps le savent, tout le réseau le sait. Il y a des enjeux de rattrapage. Je pense que le mot-clé que tout le monde oublie, c'est qu'on se retrouve avec, justement, un parc immobilier qui est vétuste. Et depuis des années, de PQI en PQI, l'augmentation est substantielle. L'augmentation est même record. Je vais vous remontrer ça. Je pense que ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, dans le PQI, qui est monté de 100 milliards à 153 milliards en passant au global, bien, vous avez 55 d'augmentation au collégial et 24 d'augmentation à l'universitaire. Tout le monde a vu la même chose que moi. La ministre ne s'est pas engagée à être transparente sur le prochain plafond de dépenses.
Depuis des années, les députés de la... Je vais reconnaître le leader du gouvernement. Quel est votre rappel au règlement? 35, Madame la Présidente, ce sont des propos blessants. On sous-entend, Madame la Présidente, par une formule verbale, Madame la Présidente, un comportement inapproprié. Oui, coupé, Monsieur le leader. Nous allons poursuivre, Madame la députée. Vous allez... Je vous ai entendu. Vous allez poursuivre et nous poursuivons dans le respect. Continuez. Moi, Madame la Présidente, j'ai pas entendu la ministre s'engager à faire preuve de transparence. Le problème avec la CAQ depuis des années, c'est qu'ils promettent deux choses en même temps aux Québécois. Ils leur promettent de réduire les impôts et d'améliorer les services publics. Ils nous font rentrer dans un mur. Est-ce qu'on peut au moins avoir la transparence pour la suite des choses sur ce que ça va nous obliger à faire? C'est ça que je lui demande à la ministre. De la transparence pour la suite. Merci. La réponse de la ministre. Merci beaucoup. Alors, je réitère les investissements qui sont actuellement, non seulement des 6 dernières années, mais cette année même. Le chef en parlait tout à l'heure. Cette année même, dans le PQI de cette année, on a une augmentation de 12 %. Donc, les sommes sont là. Les seuils vont nous permettre de suivre l'évolution des projets parce qu'il y a beaucoup de projets en même temps. C'est au cégep aussi à prioriser les projets. C'est une responsabilité partagée. J'entends continuer de les accompagner. C'est ce qu'on fait depuis le début du mandat, puis c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Moi, je continue d'accompagner chacun des établissements, qu'ils soient au niveau universitaire ou au niveau collégial, pour qu'on puisse justement avoir ces chantiers-là, avoir ces priorités-là, continuer les programmes qui sont en place actuellement. Merci. En question principale, je reconnais le député de Jean Talon. Madame la Présidente, dans le dossier Nordvolt, on a pris 2,9 milliards de fonds publics et on a, pour reprendre les mots du premier ministre, parié sur quelque chose à même le pif de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 600 millions d'argent des Québécois qui a été déboursés dans le projet. 240 millions pour un terrain qu'on a payé trop cher, 200 millions investis par la Caisse de dépôt et placement et environ 270 millions investis directement par Investissement Québec, sans compter le chemin à Saint-Basile. La semaine passée, le premier ministre a dit ici même qu'il y a seulement 240 millions du terrain qui est déjà investi. Or, la ministre vient de dire tout à l'heure qu'Investissement Québec a investi 270 millions. Est-ce que la ministre va se lever maintenant en Chambre et dire la même chose que le premier ministre la semaine dernière, qu'il y a seulement le montant du terrain en jeu, ou est-ce qu'elle va admettre que 600 millions de l'argent des Québécois qui est à risque dans le dossier Nordvolt? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je comprends pourquoi le chef du troisième groupe d'opposition ne s'est pas levé. Parce que j'ai le verbatim ici de la semaine dernière. J'ai été très clair. Madame la Présidente, si on parle de Nordvolt Montérégie, il y a un montant de 200 millions qui a été dépensé. Maintenant, il y a un 200 millions au siège social en Suède. Il y a, en échange des actifs, entre autres une usine en Suède, et c'est une débenture. Ça veut dire qu'on passe avant les actionnaires. Mais que le Parti québécois vienne dire que j'ai menti la semaine passée, j'ai été très clair, j'ai dit dans Nordvolt Montérégie. C'est un peu gênant là, que le chef du PQ envoie un de ses adjoints parce que sur la place publique... Je reconnais... Je reconnais le député de Matane-Matapédia. S'agit-il d'un rappel au règlement? Si oui, lequel? Certainement. Madame la Présidente, je demande au doyen de l'Assemblée nationale un peu de respect à l'égard d'un député. Ce n'est pas son adjoint. C'est un parlementaire qui a gagné. Il devrait savoir plus que d'autres. Nous allons... Monsieur le leader du gouvernement... Monsieur le leader du gouvernement, je vais trancher. Il faut interpeller nos collègues par leur titre. Il s'agit de monsieur le député. Vous avez raison, monsieur le député de Matane-Matapédia. Poursuivons. Il nous reste du temps. La réponse est complète? Alors, poursuivez. Bien, Madame la Présidente, le chef du Parti québécois, en dehors de la Chambre, dit que j'ai menti, mais ici, il envoie son député répéter la même chose. C'est un peu gênant pour le chef du PQ.
Première complémentaire, le chef du troisième groupe d'opposition, on l'écoute. Ce qui est gênant pour le premier ministre, Madame la Présidente, c'est que tout ça est enregistré, donc je vais lui lire exactement ce qu'il a dit quand je lui ai posé la question « Est-ce qu'on a des garanties sur les fonds publics mis dans Nordvolt? » Je me suis fait répondre « Pour Nordvolt, Madame la Présidente, c'est que les montants vont être déboursés au fur et à mesure. Puis, donc, à date, les vrais montants qui ont été, ça a été pour acheter le terrain. On a le terrain à garantie. Les autres montants vont être donnés plus tard au fur et à mesure. » Il ne nous a donc pas tout dit. Il nous a induit en erreur parce que la réponse de la ministre de l'Économie... Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Madame la Présidente, s'il y a un député qui ne respecte pas le règlement et qui induit les parlementaires en erreur, c'est bien le chef du Parti québécois qui répète des faussetés. Bon, je suis debout, je vais trancher. Merci, Monsieur le leader. On ne peut pas dire ce que vous venez de dire. Retirez vos paroles, Monsieur. La dernière phrase était inacceptable. Vous retirez? Vous retirez? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ce que j'ai dit, c'est dans le verbatim de la semaine dernière. C'est ce que je vais vous dire. Madame la Présidente, si on parle de Nordvolt en Montérégie, il y a un montant de 200 millions qui a été payé pour le terrain. On a le terrain en garantie. Maintenant, les autres montants qui vont être versés, c'est en fonction des déboursés de construction. Il n'y a toujours pas de déboursés. C'est ça que j'ai dit, mais c'est pas ça qu'il vient de dire, là. Il a juste oublié de dire la première phrase. C'est gênant. Un gars qui veut être premier ministre, c'est gênant. Deuxième complémentaire. On va laisser la population du Québec décider de qui devrait être gêné en ce moment. Donc, je vous repose la même question que la semaine dernière. Il y a 270 millions qui est investi à travers Investissement Québec. Je vous avais demandé, avez-vous des garanties si Nordvolt fait faillite? Est-ce qu'on peut avoir la réponse, Madame la Présidente? Y a-t-il des garanties, oui ou non? Puis là, il ne pourra plus répondre qu'il y a juste un terrain parce que ce n'est pas la vérité. C'est la ministre de l'Économie qui nous l'a confirmé. Oui, monsieur. Et je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence. C'est la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Dans Nordvolt, Montérégie au Québec, il y a 200 millions, puis il y a le terrain en garantie. Dans le siège social, est-ce qu'il sait la différence? Est-ce que le chef du Parti québécois sait que dans le siège social, il y a des usines, entre autres en Suède, qu'on est en train d'en construire en Allemagne, puis que c'est une débenture? C'est une débenture. Donc, ça veut dire qu'il faudrait tout vider l'avoir des actionnaires avant de perdre la débenture. Est-ce qu'il comprend ça? En question, pas de commentaire. Après les questions et les réponses. En question principale, je reconnais le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est maintenant clair, la CAQ ne croit plus en la francisation. Dans les centres de services scolaires, il y a des cours qui sont coupés. Et voilà que le gouvernement brise sa promesse en plein vol et annule l'allocation de 28 $ par jour aux personnes inscrites à temps partiel. Madame la Présidente, c'est d'une incohérence inouïe. Le commissaire à la langue française nous disait pourtant « Cette allocation-là, elle fonctionne, ça aide les gens à apprendre le français. » Alors, c'est vraiment là que le ministre de l'Immigration veut couper? C'est vraiment ça, le premier message du nouveau ministre? On est loin de l'époque du « en prendre moins pour en prendre soin ». On est loin de l'époque où la CAQ était fière d'aider les immigrants à apprendre le français. Est-ce que c'est en coupant dans la francisation que le ministre va protéger la langue française? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration et ministre de la langue française. Merci, Madame la Présidente. Alors, la réponse, c'est non, parce qu'on ne coupe pas dans la francisation. Pour informer mon collègue, écoutez, le budget de la francisation a augmenté de plusieurs millions de dollars cette année. On a augmenté à plus de 251,3 millions de dollars cette année. C'est une augmentation de 30 à 40 millions par rapport à l'an passé. Donc, de prétendre qu'il y a des coupures, je pense que c'est de dire quelque chose qui est totalement inexact. Ensuite, je veux préciser quelque chose aussi. Mon collègue semble faire référence, sans nommer, à une modification qu'on a apportée pour les allocations pour les gens qui s'inscrivaient dans des cours à temps partiel. Bon, nous, au gouvernement, on ajuste les programmes. Il ne s'agit pas d'une coupure, on réalloue des sommes pour en faire plus avec chaque dollar durement gagné par les Québécois.
En réallouant les sommes, on va être capable de franciser 15 000 personnes de plus cette année. Est-ce que mon collègue est contre ça, une mesure gouvernementale qui, avec les mêmes montants, permettent de franciser 15 000 personnes? Nous, on est fiers de ça parce qu'on est capable de s'ajuster en temps réel. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. J'ai pas besoin que le ministre m'informe. Ça fait plus de 10 ans que je suis le dossier. Je le connais très bien. Ce que j'ai besoin, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est ça que j'ai besoin. Les médias le rapportent, 90 % des cours de francisation sont fermés à Laval. 20 profs ont perdu leur tâche. À un moment donné, on ne peut pas dire que le ministre ne coupe pas des services. La réponse du ministre. Écoutez, Madame la Présidente, les montants investis cette année sont plus élevés. La réallocation des sommes nous permet de franciser 15 000 personnes de plus cette année que l'an passé. Et quand on regarde simplement ce qui se passe dans les centres de services scolaires, parce que c'est dit, écrit beaucoup de choses dernièrement là-dessus, à la deuxième, les chiffres sont tout nouveaux, là, à la deuxième semaine de septembre 2023, l'an passé, il y avait 9 400 personnes qui suivaient des cours dans les centres de services scolaires. Cette année, deuxième semaine de septembre, 14 277 personnes, presque 5 000 personnes de plus dans les centres de services scolaires sont dans les cours de francisation. J'imagine que mon collègue s'en réjouit maintenant qu'il le sait. Il va le prendre en note puis il va le diffuser partout. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.